Rucher de Crosne, deuxième visite suite au retrait des toits sur les tentes. Bon, je suis arrivé, j'ai pas vu grand chose, il y avait un frelon devant au sol et un frelon devant une tente. Et là, au bout de 30 secondes, je vois un peu plus de frelons. Là, tout de suite, j'en vois un sur la première tente de gauche, un sur la deuxième tente, un sur la troisième tente, un sur la quatrième tente. Il y a pas... Il y en a un qui vient de rentrer dans la dernière tente. Il s'est fait chasser de la première tente. Donc là, je pense qu'il y a presque... il y a un frelon par ruche. Il n'y a pas un frelon vient de partir avec une abeille là. Dans une direction qui n'est pas celle du clocher, qui est à combien? Qui est quand on regarde vers le clocher, qui va vers la gauche. J'avais pas remarqué des départs dans cette direction. Je vais faire un peu plus attention maintenant. Je vais en profiter pour me lancer mon projet Posca. Je sais pas quand exactement, mais j'y réfléchis de plus en plus. J'ai les feutres. J'ai ce rucher qui est quand même pas mal parce que je sais qu'il y a plusieurs nids. Un frelon qui vient de partir avec une abeille là-bas. Il s'est posé dans le sapin là, pas encore non. Ouais, si, je crois que c'est posé, je le vois. Non, pas encore posé. Il vole dans les branches du sapin. Il va s'y poser sûrement. Donc là, 2 captures d'abeilles en 1 minute. Donc le projet Posca, une fois que j'en aurai terminé avec le test de Quentin, je vais remettre les toits. Je vais stabiliser la situation. Et je vais commencer à mettre des coups de feutre sur les frelons, en fonction de leur état. Frelon qui vient d'arriver sur le rucher, qu'on fait fuir. Frelon qui vient de capturer une abeille. Frelon qui est fatigué, qui a lâché son abeille. Et frelon mais qui marche dans la tente, qui essaie de s'enfuir. Et frelon immobile qui a l'air complètement épuisé. Voilà les différents états des frelons. Et ensuite des couleurs différentes et ensuite des comptages pour savoir qui revient, qui ne revient pas. Ça, franchement, c'est une petite étude qui a l'air facile à mener. Il n'y a pas de délire. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de mathématiques, c'est simple quoi. Juste quelques comptages fera certainement apparaître des vérités. Mais bon là c'est 2 projets distincts, il faut faire gaffe de ne pas se disperser. Je vois un frelon qui a capturé dans la tente de gauche, sur la partie droite il a capturé une abeille. Et il va s'enfuir avec en passant par le toit. Voilà, au lieu d'être capturé, ce frelon, il s'enfuit comme l'autre dans le sapin. Bon, qu'il va y avoir des captures, c'est évident. Hein. Ce qu'il faut que je détermine, c'est quelle sera la pression à un moment donné, quoi. Un autre frelon est déjà sur la tente de gauche. Donc on a déjà une pression qui s'installe, en fait. On n'est même pas 24 heures après. J'arrive et en 3 minutes, j'ai 3 captures d'abeilles bien visibles. Et j'ai un frelon devant chaque ruche. Et ça fait même pas 24 heures. Là, par exemple, 2 ou 3 frelons sur la première. Un frelon s'est barré pour rejoindre la troisième tente. Je pense que si la pression s'installe bien, je ferai l'effort de retirer complètement les tentes pour avoir une vision un peu neutre, hors tente, comme si on n'avait jamais mis de tente sur le rucher. Alors, je profite pour donner des nouvelles. Là, ce matin, hier soir, j'étais inspiré. J'ai trouvé des idées d'amélioration de la construction de la tente. Et je me suis convaincu que c'est des bonnes idées. Alors, un commentaire pour Michael. En fait, Michael avait dans l'idée que je devais
pouvoir tester mes nouvelles idées. Putain, là ça commence à faire peur, 4 frelons entre 3 frelons dans la première tente, un qui monte avec son abeille et qui va s'enfuir avec, un frelon dans la deuxième, la pression va monter, tiens, on va voir ce qu'il fait. L'autre là il monte, au lieu d'être captif dans le toit, qu'est-ce qu'il va faire? Il est bloqué sous le tube pour l'instant, il est malin lui. Ah, il est pas dégourdi, hein. Hop, il s'envole, voilà. Je le vois plus. Et... ouais, le voilà. Voilà. Il est parti, ils partent tous à peu près dans la même direction, vers la droite. Et je pense qu'ils vont se mettre... ouais, je le vois, il est au niveau des branches. Ouais, il se pose, là je l'ai vu, je le vois. Grâce à mes yeux perçants. Un autre frelon qui part là, sur la droite. Lui, il fait le tour et il part à l'opposé du rucher, lui. Direct. Il s'est pas posé pour découper l'abeille, celui-là. Ça doit être un frelon puissant, qui se sent capable de porter l'abeille un certain temps. Donc ça capture là. On a 5 minutes, 5 captures. Là, c'est clair que ça capture. Donc là, je peux déjà commencer à dire que, par rapport à mes observations habituelles, il y a des captures. Bon, je peux pas dire qu'il y a une pression dangereuse, hein, mais je peux dire que le rucher n'est pas protégé. J'arrive sur le rucher, j'applique ma règle habituelle, hein, j'arrive sur le rucher, je regarde s'il y a des frelons qui capturent devant les ruches, et là c'est clair que c'est le cas, hein. Et ce n'est que le début, je pense que ça va s'aggraver, on verra ça. Donc je disais que l'idée de tester l'efficacité des améliorations apportées à la tente, en fait, le genre d'amélioration que je fais ne s'y prête pas forcément, parce que je fais beaucoup d'améliorations qui sont des améliorations de construction dans un but de rendre la construction plus économique ou de rendre plus efficace, mais... ah, encore un frelon là. Ah non, il part pas. De rendre la tente plus efficace, mais de manière évidente, directe. Par exemple, si je constate que la porte à l'arrière est un petit peu trop large et qu'effectivement on voit des frelons traverser là où il n'y a aucune raison de les laisser traverser, bah, j'ai pas besoin de vérifier que si c'est plus étroit, bah, les frelons ne traverseront pas. Ça ne mérite pas une vérification avec des comptages, c'est pas du même ordre. Voilà, un deuxième frelon qui est venu sur la troisième tente. Il s'est fait pousser. Voilà, 2 frelons là. Un était envoyé en haut de la tente, et bien sûr, il est ressorti, il n'a pas été bloqué par le toit. Alors les améliorations de ce matin et hier, c'est franchement vachement bien. Là, je suis passé, ça faisait un moment que j'avais l'idée de passer avec des tubes de 3 mètres. Pourquoi? Parce que Gevis, le fournisseur italien, est présent en France et je peux avoir déjà j'ai des prix pas mal avec les tubes de 2,40 m chez Bricoman. Les deux bases, ils ont un très bon prix, et ensuite j'avais eu 5%, donc c'était plutôt bien. Mais Gevis peut me faire un meilleur prix, mais eux, ils me vendent que des tubes de 3 mètres sans embase. Donc ça me faisait un peu caguer, parce que moi j'avais fait ma construction, j'utilisais les embases, donc ça me faisait repenser la construction, donc c'était embêtant. Donc je l'ai fait quand même. Donc j'ai réussi à trouver des dimensions qui font que je perds pas de tube, je perds aucun tube, ça tombe bien, c'est des multiples de 3 mètres, des sous-multiples de 3 mètres, donc ça colle. Donc j'ai trouvé une combinaison, et pour faire ça, il fallait que je récupère des connecteurs droits à la place des embases. Et bien sûr, je les ai reçus de Chine, ça coûte que dalle. Et du coup, bah, j'ai une nouvelle construction, je laisse tomber les embases, j'utilise des tubes de 3 mètres, et tout ça, ça va coûter moins cher. Et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je vais pouvoir couper mes tubes systématiquement, au lieu de faire les tentes une par une, ça prend trop de temps. Là, je vends quelques dizaines de tentes, mais si je devais vendre quelques centaines de tentes, je serais incapable de les fournir. Alors que là, avec la nouvelle construction, je vais pouvoir systématiser, faire des boîtes, des caisses de tubes de 75 cm, 66, 25, et après les assembler. Peut-être même que je pourrais réussir à faire bosser le fiston. Un frelon qui vient de s'échapper et qui va
qui va vers la gauche par rapport au clocher. Ça c'est une direction probablement d'un nid. Donc en fait j'ai identifié 3 directions, hein, mine de rien. Une direction vers le clocher, une direction à l'opposé et une direction à, on va dire, 10 heures du clocher, pour parler aéronautique. Voilà. Alors, une autre amélioration technique, c'est que mettre des vis dans les connecteurs, ça demande du travail, ça demande du temps. Et là, je pense que j'ai réussi à m'en passer. Les vis, elles servent à fixer le tissu maillé. Eh ben, j'ai trouvé une idée plus simple. Je prends du cordon élastique qu'on met autour de la tente et ça fait exactement la même chose. Et c'est même, ouais, mais et j'ai aussi pas besoin d'ajouter une vis dans un des tubes, ce qui a ajouté encore plus de travail. Donc ça, je dégage les vis. Le petit défaut d'avoir dégagé les vis, c'est que les vis auraient pu être utilisées pour fixer la tente avec des ficelles jusqu'au sol avec des piquets. Donc moi, je vais donner des piquets et je vais conseiller de planter les piquets sur la base du cadre. Et en option, je vais rajouter des crochets, je vais virer les vis, qui auraient pu servir à attacher les ficelles, mais tant pis, on ne peut pas tout avoir. Je vais fournir des petits crochets qu'on mettra en haut des tubes, et qui permettront de mettre des ficelles et d'utiliser les sardines, les piquets, comme dans une vraie tente, pour les gens qui ont vraiment du vent. Et j'ajoute évidemment que pour ceux qui ont de la tramontane ou du Mistral, c'est hors de question d'espérer que les tentes tiennent debout, il faut les démonter, hein, bien sûr. Une autre innovation de construction, qui est vraiment bien celle-là, c'est que, toujours avec le vent qui a tendance à désarticuler les tentes, ce qui est bien si le vent est fort. Ah merde, je suis en jaune là, c'est un point de vue pile. Le vent désarticule les tentes, même à vent léger. Donc pour consolider les tubes, les emboîtements des tubes, j'ai trouvé l'idée de laisser sécher un petit peu de colle dans les connecteurs, ce qui fait que ça fait une friction. Et quand on emboîte les tubes, ils tiennent vachement bien. Ça c'est super, et ça tient, et ça marche tellement bien que j'ai presque décidé de ne plus coller les connecteurs sur les petits tubes, comme je fais. Là, je les avais collés pour de bon. Je vais arrêter de les coller, et je vais faire le même système. Et je pense que ça va marcher pareil. Ça, je vais le tester par contre. Donc ça, c'est une troisième innovation qui est vraiment intéressante, parce que là, ça consolide bien les tentes. Les tentes sont beaucoup plus solides. Elles se désarticulent pas toutes seules comme ça pour un rien. Parce que là, je passais mon temps à remettre les tubes, c'est un peu chiant quand même. Donc ça, c'est un problème réglé. Donc là, c'est plein de petites innovations vraiment intéressantes. On m'a signalé que quand il pleut, le voile s'alourdit et il a tendance à tomber. Donc là, pour régler ça, j'avais déjà prévu d'ajouter un velcro en haut pour fixer le voile sur le tube. Là, c'est pareil, le velcro, j'ai pas envie de le coudre à un frelon qui vient de capturer une abeille et qui s'envole dans l'arbre. Alors lui, il part à gauche du clocher, pareil que l'autre. Donc le velcro, j'ai pas envie de le coudre parce que c'est du travail difficile à faire. Donc j'ai commandé de la colle. Colle spéciale tissu plastique, et j'espère que ça va marcher. Je vais tester ça ce soir, je l'ai reçu, je vais le tester. Donc là, mine de rien, c'est plein de petites améliorations techniques qui vont rendre le produit plutôt bien. C'est bien aussi parce que ça justifie de l'acheter, parce que, ok, on peut faire ses tentes soi-même, il n'y a pas de souci, hein, tous les plans sont à disposition, si quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, là, ça va devenir clair que ça ne vaudra pas le coup. Ça ne vaudra pas le coup au prix où on vend la tente. La tente maintenant, sur eBay, elle est vendue 25 €. 25 €, c'est un prix unique, quelle que soit la quantité. Et la bonne surprise, c'est que quand on vend sur eBay, on a un bon tarif sur Mondial Relais. Au lieu de payer pour une tente 6,40, on paye 3,95. C'est vachement bien, c'est vachement économique. Un peu plus tard, je m'inscrirai sur Amazon et j'ai pas encore eu le temps de le faire complètement. J'ai commencé seulement. Ce sera un petit peu plus classe de vendre sur Amazon, mais franchement, eBay c'est bien. Le pire, c'est Le Bon Coin. J'ai laissé tomber Le Bon Coin, c'est impossible. Le Bon Coin, c'est une catastrophe. Le Bon Coin, quand on vend comme un pro, on met une annonce, on paye, je sais pas, 5 € l'annonce, et elle est valable que pour une seule vente. Waouh, ça veut dire que vous payez 5 € à chaque vente. On laisse tomber. Le Bon Coin, au revoir. Le Bon Coin, c'est super pour vendre de particulier à particulier. Là, franchement, il n'y a pas mieux.
Mais pour vendre comme pro, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Voilà, là c'est toutes les nouvelles, c'est plutôt positif, hein, parce que là, je vais... Ah, aussi avec la Chine, j'ai négocié avec ma vendeuse de tissu de m'envoyer du tissu maillé, parce que là j'en ai presque plus. Donc là, elle va m'en envoyer 70 yards. Là j'apprends des mots anglais, et yard maintenant, je parle en yard. Je crois que c'est presque 1 mètre. Hein. Donc presque 70 mètres de tissu maillé, j'en avais absolument besoin. Et puis comme j'ai vu qu'elle n'a pas des stocks de folie, j'ai cherché un autre fabricant et j'en ai un autre qui a un tissu similaire. L'idéal ce serait de trouver la bonne maille, quoi, vraiment en étant sûr. C'est pas encore gagné, hein, cet aspect-là. J'ai tendance à préférer des mailles rondes parce que c'est beaucoup plus prévisible. Hein. Si c'est rond, c'est rond. Hein. Il n'y a pas hexagone. Ah oui, d'un côté c'est 7 mm, de l'autre côté c'est 6. Et on a du mal à analyser la traversée, quoi. Si c'est rond, bah, c'est clair, quoi. Donc je recherche plutôt une maille ronde. Je pense que 6 mm, un diamètre de 6 mm, je pense que ce serait bien. Mais là aussi, hein, il peut y avoir des surprises. Hein. Les frelons n'ont pas tous la même taille. Et pire, les abeilles n'ont pas toutes les mêmes tailles. Et en plus, les faux bourdons aussi viennent foutre le bordel. Donc à la fin, je pense que la solution, ce sera de fournir au moins 2 tissus maillés. Un frelon qui s'en va dans l'arbre. Celui-là va découper son abeille dans l'arbre. Donc on voit quand même que j'ai déjà un résultat très très différent d'hier. Hier, avant-hier, avant-avant-hier, je peux rester longtemps devant les tentes. Je montre pas des captures comme ça. Je suis honnête, à chaque fois qu'il y a une capture, je la montre, mais il y en a vraiment très peu. Je suis en rouge. 3 frelons qui se poursuivent en plein milieu du rucher. Ça, on le voit jamais, ça. Et qui se sont déplacés ensemble sur une nouvelle tente. Je pense que je vais pouvoir terminer la vidéo. Je pense que j'ai déjà un résultat. Quelques heures, pas encore 24 heures, on va dire 12 heures là. Peut-être 12 heures. Quelques heures après d'avoir retiré les toits, j'ai déjà un changement visible sur le rucher. Des abeilles se font capturer régulièrement. Il y a des frelons devant toutes les tentes. Donc, ok, le test commence à être positif. Je vais revenir régulièrement et je vais continuer à observer. Et je pense que l'étape d'après, pour être bien complet, ce sera de retirer les tentes complètement pour avoir une vision un peu plus naturelle du rucher. Allez, fin de la vidéo. Un frelon qui vient... Ah putain. Voilà, il a capturé. Il est sorti de la tente. Et lui, il part en direction plutôt à droite du clocher. Voilà, une nouvelle capture. Ça rigole pas. Voilà. Allez, en plus, j'allais dire, et je vois plus de frelons sur le rucher, mais c'est même pas vrai. Il y a 2 frelons qui étaient devant la tente de la ruche horizontale, et maintenant, ils sont partis derrière, et j'en vois un qui est sur la 3e tente en vol stationnaire. Un 2e, 3e qui arrive. Allez, des frelons sont encore en attaque. Fin de la vidéo. Je vais aller voir Pierre qui est ailleurs et je vais lui installer des nouvelles tentes. C'est parti, fin de la vidéo.